La fine pluie du mardi mouillait les épaules de ma robe. Je rentrais plus tôt que prévu. La réunion à la paroisse s'était terminée avant l'heure, et je ne pensais qu'au chocolat chaud qui m'attendait. Mais je me suis arrêtée net devant le portail. La voiture du père Laurent était là, une vieille 2CV usée que tout le village connaissait, garée à la hâte, de travers, touchant presque mes rosiers. Pourquoi? Mon mari, Étienne, était censé être à l'école. À cette heure-ci, il devait enseigner la grammaire aux enfants. Je suis entrée. La maison était plongée dans un silence étrange. Un silence lourd, pesant. Pas de radio allumée, aucune odeur de cuisine, seulement le tic-tac de l'horloge sur le mur, marquant un temps qui semblait s'être figé. « Étienne » ai-je appelé à voix basse. Ma voix est sortie étouffée. Aucune réponse. Un froid qui n'était pas celui de la pluie a commencé à me glacer le dos. C'est alors que j'ai entendu. Un son faible, un murmure provenant du couloir, de notre chambre. J'ai marché lentement, les lattes du parquet grinçant sous mes pieds. Chaque pas était un effort. La porte était entr'ouverte. Une fente sombre qui promettait l'enfer. Je me suis figée, la main suspendue en l'air, le cœur battant dans ma gorge. Je n'avais pas besoin de voir. Je savais déjà. Quoi qu'il y ait eu à l'intérieur, une partie de moi était déjà morte. Et l'autre était sur le point de naître. Sa vengeance ne fait que commencer. Si vous aimez les histoires de Renaissance, abonnez-vous et activez les notifications, car ce qui suit est inoubliable et vous ne voudrez pas le manquer. Cette femme, debout devant la porte de sa propre chambre, s'appelait Élise. Du moins, c'était le nom qui figurait sur mon acte de mariage. Pour le petit village de Bellefontaine, j'étais simplement la femme du professeur Étienne. Et pendant longtemps, j'ai cru que cela suffisait. J'avais 22 ans et mon monde avait la taille de la place de l'église. Fille de vigneron, mes mains portaient les marques de la terre, pas l'encre d'un stylo. Je connaissais le moment exact des vendanges, mais je pouvais à peine déchiffrer les poèmes que mon mari lisait à voix haute après le dîner. Étienne était le prince du village, intelligent, élégant, le seul à être parti étudier à la Sorbonne et à en être revenu avec un diplôme. Il était la promesse d'un avenir auquel Bellefontaine osait à peine rêver, et il m'avait choisi, la fille simple, en robe à fleurs et à la voix douce. Notre mariage fut l'événement de l'année. Les gens disaient que j'avais de la chance. Et moi, pendant si longtemps, j'ai été d'accord. Ma vie est devenue une liturgie silencieuse à sa dévotion. Je me levais avant le soleil pour moudre le café, mes mains se déplaçant dans le noir avec la précision d'un rituel. La maison devait être impeccable, un sanctuaire pour le retour du maître après sa journée de travail à façonner les esprits de demain. Ses chemises blanches, toujours parfaitement alignées sur la corde à linge, étaient mon chef-d'œuvre. L'odeur de mon gâteau au yaourt était le parfum de notre foyer. J'ai bâti mon identité sur les fondations de son confort. Être la femme d'Étienne était mon métier, mon honneur, ma raison d'être. Tout le monde voyait l'Élise que je leur offrais, la femme tranquille, presque invisible, qui baissait les yeux quand on complimentait son mari. Mais personne ne voyait l'Élise qui existait à l'intérieur. Celle qui remarquait que le sourire d'Étienne n'atteignait jamais ses yeux quand il disait m'aimer. Celle qui percevait l'éclair d'ennui sur son visage quand j'essayais de lui raconter ma journée. Je n'étais pas stupide. J'étais une actrice primée dans le théâtre de ma propre vie, jouant le rôle de l'épouse heureuse devant un public qui applaudissait à tout rompre. J'avalais les petites absences, les soirs où il rentrait tard avec une odeur de parfum qui n'était pas le mien. J'attribuais tout à son esprit brillant, à son monde complexe que, dans ma simplicité, je ne pouvais comprendre. Il me croyait faite de coton et de silence. Il ne savait pas que, sous tout cela, il y avait un roc. Et cet après-midi-là, devant cette porte, le roc a finalement commencé à se fissurer. Non pas pour se briser, mais pour révéler ce qu'il contenait. Ce roc en moi avait été façonné par un seul désir, un rêve si simple qu'il en était ridicule. Je voulais être vue. Pas comme un ange du foyer, pas comme la femme trophée qu'Étienne exhibait lors des fêtes du village, mais comme Élise. Je rêvais du jour où il rentrerait à la maison et où ses yeux me chercheraient avec la même faim qu'il cherchait un nouveau livre. Je voulais qu'il me raconte sa journée à l'école, non pas comme un rapport à une subalterne, mais comme une confidence à une amie. Je voulais qu'il rie de mes histoires idiotes sur le marché, qu'il y voie la poésie que je ne savais pas mettre sur papier. Mon plus grand désir était, tout simplement, d'appartenir à son monde.
un monde dont je ne connaissais que le seuil. Le rêve d'avoir un enfant était la matérialisation de ce désir. Un enfant aurait été le pont entre nous, la preuve vivante que nous étions une unité. Un enfant avec les yeux d'Étienne et mon sourire têtu aurait été la seule langue que nous aurions pu parler couramment. Mais les années passaient, et le berceau que j'avais installé dans mes pensées restait vide. Chaque mois, le silence de mon ventre était un écho à la distance qui grandissait entre nous. Et c'est dans ce silence que la voix du père Laurent a trouvé le terrain parfait pour prendre racine. Il est arrivé à Bellefontaine un après-midi de printemps, porté par un nuage de poussière et de promesses. Il était différent de l'ancien curé, un vieil homme courbé par le temps et l'ennui. Le père Laurent était magnétique. Il avait environ 35 ans, un visage sculpté par une gravité presque divine et une voix de velours. Ses sermons ne portaient à haute pas sur le péché et le châtiment. Ils parlèrent de grâce, d'intellect et de la quête d'un but supérieur. Le village est tombé sous son charme. Et Étienne, mon mari, fut le premier à s'agenouiller à son autel. Leur amitié est née sous le prétexte de la foi, mais a fleuri sur le terrain de l'admiration intellectuelle. Soudain, notre maison est devenue une extension de la paroisse. Les dimanches, qui étaient autrefois les nôtres, incluaient désormais un déjeuner long et dense avec le curé. Pendant que je me démenais en cuisine, préparant les meilleurs plats, ils s'asseyaient tous les deux sur la terrasse, enveloppés dans la fumée du tabac à la cerise que Laurent appréciait. Ils parlaient de philosophie, des poètes maudits, de la nature de l'âme humaine. Et moi, en servant le café, n'étais qu'une ombre fonctionnelle, une paire de mains s'assurant que leur tasse ne soit jamais vide. Ils me remerciaient avec la même politesse distraite que l'on accorde à une serveuse. Je ne faisais pas partie de la conversation. J'en étais le cadre. Le père Laurent est un homme brillant, Élise. Un esprit comme le sien est un cadeau pour un village comme le nôtre, me dit Étienne un soir. Il y avait une ferveur dans ses yeux, une dévotion qu'il ne m'avait jamais accordée. Et c'est là que la jalousie a commencé. Ce n'était pas une jalousie de femme, mais une jalousie de l'âme. J'étais jalouse de leur connexion. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas. Pas l'anglais ou l'allemand qu'Étienne baragouinait, mais la langue de la complicité, des pensées qui se complétaient dans l'air. Les réunions pour organiser la collecte de vêtements se prolongeaient jusqu'au petit matin. Les visites urgentes aux veuves dans le besoin avaient lieu le samedi soir. Étienne a commencé à s'éloigner de moi dans le lit. « Je suis épuisé, chérie. Le travail à l'église est harassant, » murmurait-il en se tournant déjà de l'autre côté. L'excuse était toujours noble, toujours pieuse. Comment pouvais-je remettre en question les desseins de Dieu? Questionner le dévouement de mon mari à un saint homme aurait été un blasphème. Et moi, l'épouse simple et pieuse, je me suis tue. Mais mes yeux ne se sont jamais tus. Ils voyaient la façon dont la main d'Étienne s'attardait une seconde de trop sur le bras du curé en lui disant au revoir. Ils voyaient les regards qu'ils échangeaient par-dessus ma tête pendant le dîner, chargés d'une signification qui m'échappait, mais qui me blessait profondément. Un soir, Étienne est rentré plus tard que d'habitude. Son col de chemise était taché de rouge à lèvres, un rouge à lèvres vif. Mon cœur s'est arrêté, puis s'est emballé dans un mélange de soulagement et d'horreur. C'était donc ça? Une femme? La douleur était immense, mais c'était une douleur que je connaissais. Une douleur qui avait un nom et une forme. Contre une femme, j'aurais pu me battre. « Qu'est-ce que c'est, Étienne ?» ai-je demandé d'une voix tremblante en montrant la tache. Il a regardé sa chemise et a ri. Un rire creux, nerveux. « Ah, ça, c'est Madame Dubois, la pauvre. Elle m'a serré dans ses bras pour me remercier du panier repas que le père et moi lui avons apporté. Vous savez, cette vieille dame est un peu extravagante avec son maquillage. Madame Dubois, une veuve de 80 ans, clouée au lit et qui, je le savais, ne s'était pas maquillée depuis au moins une décennie. Il m'a regardé dans les yeux, s'attendant à ce que je le croie. Et à cet instant, le mensonge était si flagrant, si insultant pour mon intelligence, que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le rouge à lèvres sur son col n'était pas le problème. Le problème était le nom qu'il avait utilisé pour couvrir la vérité. Il n'avait même pas pris la peine d'inventer un mensonge crédible. Et là, debout dans le salon, j'ai compris. La menace qui pesait sur mon mariage n'était pas une femme. C'était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus sombre. Et cela venait drapé dans un manteau de sainteté. Le mensonge du rouge à lèvres ne m'a pas brisé. Au contraire, il m'a forgé.
La guimauve qu'ils pensèrent que j'étais a commencé à se pétrifier, à se transformer en quelque chose de dur, de froid et de tranchant. Dans les semaines qui ont suivi, je suis devenue une chasseresse au sein de ma propre maison. J'ai cessé d'être l'épouse pour devenir la sentinelle. J'observais, silencieuse, efficace, mortelle. Je cataloguais chaque regard trop long, chaque chuchotement au téléphone qui s'arrêtait quand j'entrais dans la pièce, chaque excuse boiteuse pour une autre soirée de conseils spirituels qui se prolongeait jusqu'à l'aube. Étienne et le père Laurent, plongés dans leur arrogance, n'ont pas remarqué le changement. Pour eux, j'étais toujours la même Élise, le meuble silencieux qui veillait à ce que le café soit toujours chaud. Ils se sont déplacés nonchalamment dans la toile que je tissais avec mes yeux, sans savoir que chaque fil était un pas de plus vers le précipice. L'occasion s'est présentée sous la forme d'un appel téléphonique urgent au milieu de la nuit. C'était mon beau-frère, du village voisin de Rochemaure. Ma sœur cadette, Chloé, venait d'entrer en travail. Son premier enfant. Le médecin prévoyait des complications. « Elle te réclame, Élise. S'il te plaît, viens. » La panique dans sa voix était réelle. J'ai fait une valise à la hâte, le cœur partagé entre l'inquiétude pour Chloé et un étrange et coupable sentiment de soulagement. Je devais quitter cette maison, respirer un air qui ne soit pas contaminé par le mensonge. J'ai laissé un mot pour Étienne, qui dormait du sommeil du juste, ou de celui qui fait très bien semblant. Chloé a besoin de moi. Je serai absente quelques jours. Mange bien. Avec tout mon amour, Élise. Le mot « amour » m'a brûlé les doigts en l'écrivant. Le voyage en autocar le lendemain matin a été un tourbillon de poussière et de pensées anxieuses. Le soleil tapait sur la vitre, me chauffant le visage, mais à l'intérieur, je sentais un froid polaire. J'essayais de me concentrer sur Chloé, sur le bébé à naître, mais mon esprit revenait sans cesse à la maison de Bellefontaine. Et c'est alors, à mi-chemin, que la panique m'a saisi. La boîte en métal. La petite boîte où je gardais la tisane de grand-mère, un mélange d'herbes traditionnelles de notre famille pour apaiser les douleurs de l'accouchement. Ma mère m'avait fait promettre de l'apporter. C'était une superstition peut-être, mais pour Chloé, dans ce moment de peur, ce serait un immense réconfort. Et je l'avais oublié. La boîte était au fond du placard de la cuisine, derrière les boîtes de farine. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Au prochain arrêt, je suis descendue et j'ai demandé quel autocar faisait le chemin inverse. J'ai dû attendre près d'1 heure en plein soleil, le cœur battant à tout rompre. C'était stupide, me disais-je. Une folie de faire demi-tour pour une poignée de feuilles séchées. Mais une force supérieure, une intuition sombre et insistante me poussait à rentrer. Ce n'était pas pour la tisane. Je rentrais parce que le destin m'avait donné une excuse pour voir ce que je ne voulais pas, mais devais savoir. Quand l'autocar m'a déposé à l'entrée de Bellefontaine, le soleil commençait déjà à décliner, peignant le ciel de teintes orange et violette, les couleurs d'une échymose. J'ai marché dans les rues pavées, le son de mes pas résonnant dans la quiétude du crépuscule. En approchant de ma rue, un détail m'a glacé le sang. La 2 CV du curé n'était pas devant la maison. Elle était cachée, coincée dans la ruelle d'à côté, partiellement couverte par l'ombre d'un grand marronnier. Cette tentative de discrétion était un aveu. La porte d'entrée était simplement poussée. Je suis entrée dans un monde de pénombre et de silence. La maison était froide, comme si elle avait été abandonnée depuis des jours. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait une odeur dans l'air. L'odeur douceâtre et écœurante du tabac à la cerise du curé. Et en dessous, un autre son. Un pleur. Un pleur bas, contenu, presque un sanglot. C'était la voix d'Étienne. Vulnérable, intime. Et elle venait de notre chambre. Le couloir ne m'a jamais paru aussi long. Mes pieds ne faisaient aucun bruit sur le plancher. J'étais un fantôme s'approchant de ses propres funérailles. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de reprendre la route et d'oublier la boîte de tisane, la maison, le mari. Mais j'ai continué. La porte de la chambre, comme l'autre fois, était entr'ouverte. La lumière du crépuscule filtrait par la fente, dessinant une ligne dorée sur le sol sombre. J'ai retenu mon souffle et je me suis penchée. À travers cette fente d'obscurité, je n'ai pas seulement vu une trahison. J'ai vu la vérité. Et la vérité avait le visage d'un ange et les mains d'un démon. La vérité n'a pas crié. Elle s'est révélée dans un murmure, dans une scène baignée par la lumière mélancolique du crépuscule. À travers la fente de la porte, la chambre conjugale, mon sanctuaire, ressemblait à la scène d'un tableau tragique. La lumière qui entrait par la fenêtre n'illuminait pas. Elle disséquait. Elle fendait l'air
et révélait chaque particule de poussière, chaque détail de ma vie qui, à cet instant, se désagrégeait. Étienne était assis au bord de notre lit, ce même lit où j'avais attendu son enfant pendant des années. Ses épaules, d'habitude si droites et fières, étaient courbées, secouées par le rythme d'un sanglot silencieux et désespéré. Il se couvrait le visage de ses mains, et l'image de mon mari, le professeur inébranlable, le pilier de notre communauté, s'effondrant de la sorte, fut le premier coup. Le deuxième coup fut la position du père Laurent. Il n'était pas au lit avec Étienne. Il était agenouillé par terre, devant lui. Une posture de dévotion, de supplication. L'homme qui ne s'agenouillait que devant Dieu était maintenant aux pieds de mon mari. Les mains du prêtre, ses mains qui bénissaient les enfants et tenaient l'hostie sacrée, reposaient avec une intimité insupportable sur les genoux d'Étienne. Il levait le visage vers mon mari, et l'expression dans ses yeux n'était pas celle de la luxure. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus dangereux. C'était de l'adoration. Mon corps s'est changé en pierre. L'air dans mes poumons est devenu du verre pilé. Je voulais reculer, mais j'étais cloué au sol, forcé d'assister à ma propre exécution. Et puis, ils ont parlé. Leur voix était basse, chargée d'une complicité qui m'excluait non seulement de cette chambre, mais de ma propre existence. « Je n'en peux plus, Laurent !» sanglota Étienne, la voix brisée. Vivre comme ça, lui mentir tous les jours, la regarder dans les yeux, c'est une torture. Le son de mon nom sur ses lèvres, mêlé à cette agonie, fut comme de l'acide versé sur mon âme. Pendant une seconde délirante, une étincelle d'espoir a brillé. Souffrait-il pour moi? Le remords était-il pour moi? Mais la voix veloutée du père Laurent a éteint cette étincelle d'un souffle glacial. « Calme-toi, mon cher, calme-toi, » dit-il, sa voix un baume empoisonné. Il tendit la main et caressa les cheveux d'Étienne, un geste à la fois paternel et possessif. Nous savions que ce ne serait pas facile. Élise est une âme bonne, une créature d'une simplicité presque enfantine. Elle ne comprendrait jamais la nature de ce que nous avons. Ce qui existe entre nous est complexe. C'est une communion d'esprit qu'elle, dans son monde de gâteaux et de linge étendu, ne pourrait jamais atteindre. Créature simple, monde de gâteaux et de linge étendu. Les mots ont résonné dans le vide qui s'était formé en moi. Ce n'était pas du mépris, c'était pire. C'était de la condescendance. Ils ne me haïssaient pas, ils me rabaissaient. Dans leur récit, j'étais une enfant qu'il fallait protéger de la vérité, une paysanne ignorante, incapable de comprendre la profondeur de leurs sentiments supérieurs. La trahison n'était pas le baiser ou l'étreinte qu'ils auraient pu échanger. La trahison, c'était cette conversation. C'était la façon dont ils m'avaient déshumanisé, transformé en objet de pitié, en obstacle à gérer avec de pieux mensonges. C'était ça, mon humiliation. Être déclarée insignifiante dans le verdict secret des deux hommes qui définissaient mon monde. Le bourdonnement dans mes oreilles s'est intensifié. L'image dans la chambre a commencé à onduler, à devenir floue. J'ai dû m'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Mon corps voulait crier, envahir cette chambre et mettre le feu à leur monde avec ma fureur. Mais l'Élise qu'ils avaient décrite, la créature simple, ne ferait pas ça. Et, à ce moment-là, je me suis accrochée à ce rôle comme à une bouée de sauvetage. Ma seule arme était le silence qu'ils sous-estimaient tant. J'ai reculé. Un pas, puis un autre. Le plancher n'a pas grincé. Mes pieds, qui connaissaient chaque centimètre de cette maison, se sont déplacés avec la légèreté d'un fantôme. J'ai traversé le salon, un mausolée rempli de meubles que j'avais moi-même cirés ce matin-là. Le portrait de notre mariage sur le mur était une blague de mauvais goût. Le sourire de la mariée en voile et robe blanche était celui d'une idiote. J'ai ouvert la porte d'entrée et l'air froid du soir m'a frappé comme une gifle. Le ciel était d'un violet profond, la couleur d'une blessure qui commence à guérir. Et j'ai marché, sans but, sans direction. Mes pieds m'ont porté à travers les rues de Bellefontaine, qui ressemblaient maintenant à un décor en carton. Les lumières jaunes qui commençaient à s'allumer aux fenêtres des maisons étaient comme des yeux curieux qui m'observaient. J'ai croisé des voisins qui m'ont salué d'un signe de la main. « Bonsoir, Madame Élise. Le professeur est déjà rentré ?» Je souriais et répondais d'un signe de tête, le masque de la femme du professeur collé à mon visage par le ciment de mon choc. Chaque sourire était une fissure de plus dans mon âme. Ma promenade sans but m'a conduite, par une cruelle ironie du sort, sur la place de l'église, l'endroit le plus éclairé du village. Et là,
Imposante, se découpant sur le ciel sombre, se trouvait l'église du Père Laurent, la maison de Dieu, la scène de tant de mensonges. Je me suis assise sur le banc de pierre le plus éloigné, dans l'ombre, sous le clocher. J'ai regardé la croix au sommet, une silhouette noire sur fond des premières étoiles. La croix, qui devait symboliser le sacrifice et la rédemption, ne semblait plus qu'un symbole de ma propre crucifixion. Là, à l'ombre de la maison de Dieu, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver, ni au ciel, ni sur terre. La seule chose réelle dans ce monde était le silence, et le son de mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Cette partie de l'histoire est poignante. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je lis et réponds à chacun avec le plus grand soin, promis. Le bruit de mon cœur se brisant ne fut pas un fracas, ce fut un claquement sec, le son de la glace fine se rompant sous un poids insupportable. Je suis restée assise sur ce banc de pierre une éternité, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps avait perdu son sens. Le monde autour de moi continuait sa routine banale. Une fenêtre s'allumait, un chien aboyait au loin, la cloche de l'église sonnait 8 heures, mais j'étais figée, prise dans l'ambre de cette révélation dans ma chambre. La douleur était si vaste, si absolue, qu'elle a cessé d'être un sentiment. Elle est devenue un paysage, et j'y étais perdue, sans carte ni étoile pour me guider. Les larmes que je pensais verser ne sont pas venues. C'était comme si l'humiliation était si profonde qu'elle en avait tari la source. Finalement, je me suis levée. Mes membres semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, lourd et maladroit. Le chemin du retour fut une marche funèbre. Chaque pas était une profanation de la mémoire de la femme qui avait arpenté ces mêmes rues le matin. L'Élise aux préoccupations simples de tisane et d'accouchement de sœurs. Cette femme était morte, et je n'étais que son fantôme, chargé de ramener le corps à la tombe. La maison était éclairée. La lumière du salon se déversait par la fenêtre, une scène de domesticité parfaite et mensongère. J'ai hésité, la main sur la poignée. Entrer là, c'était accepter que ce lieu, mon seul refuge au monde, était devenu ma prison. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. Étienne était assis dans son fauteuil en cuir, un livre ouvert sur ses genoux, ses lunettes au bout de son nez. L'acteur dans son rôle principal. Il a levé les yeux quand je suis entrée et son visage s'est composé en un masque d'inquiétude étudié. « Élise, ma chérie, où étais-tu » J'étais mort d'inquiétude. « Chloé va bien ? Et le bébé ?» Je l'ai dévisagé. J'ai étudié chaque ligne de son visage, chaque muscle qui bougeait pour former ce mensonge. Je ne voyais plus mon mari. Je voyais un étranger, un acteur médiocre sur une scène mal éclairée. Où était l'homme qui pleurait aux pieds du prêtre quelques heures plus tôt ? Il avait été rangé, caché sous des couches d'hypocrisie. J'avais envie de crier, de lui arracher ce masque avec mes ongles, d'exposer le monstre qui se cachait derrière le professeur aimé de tous. Mais le cri est mort dans ma gorge. Un calme glacial, le calme de l'œil du cyclone, s'est emparé de moi. « Chloé va bien ?» Ma voix n'était qu'un filet de son, sans couleur, sans vie. J'avais oublié la tisane, je suis revenue la chercher. Je suis allée à la cuisine, sentant ses yeux dans mon dos, confus, méfiants. Mon manque d'émotion l'a déstabilisé. Il s'attendait à des larmes, des accusations, un drame. Je lui ai donné la normalité. Et la normalité, à ce moment-là, était la chose la plus anormale au monde. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Je me suis allongée sur mon bord du lit, le corps raide comme une planche. Le gouffre entre nous était physique, une vallée glacée qui m'empêchait de sentir la chaleur de son corps. Je n'ai pas dormi. Je suis restée les yeux ouverts dans le noir, écoutant sa respiration calme et régulière, la respiration d'un homme sans conscience. Et, dans le silence, leurs mots sont revenus me hanter. Créature simple, monde de gâteaux et de linge étendu. Ils m'avaient condamné à l'insignifiance. Et moi, pendant des années, j'y avais cru. Les jours qui ont suivi ont été un enfer silencieux. Nous avons continué à jouer nos rôles pour le monde. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, le silence seulement rompu par le cliquetis des couverts. Il allait à l'école, je m'occupais de la maison. Mais la maison n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille silencieux. Étienne, déconcerté par mon apathie, a commencé à me provoquer. Il se plaignait de la nourriture, critiquait le rangement, essayait d'entamer des disputes sur l'argent. Il avait besoin d'une réaction, d'une explosion qui le remettrait dans le rôle de la victime d'une épouse hystérique. Il avait besoin que je crie pour justifier ses mensonges.
Mais je ne lui ai pas fait ce plaisir. Mon silence était mon arme. C'était un miroir, et tout ce qu'il y voyait se refléter était sa propre culpabilité. Le dimanche est arrivé, inévitable et cruel. Nous avons dû aller à l'église. Nous avons marché côte à côte, le couple exemplaire. Je me suis assise sur le banc en bois poli, les mains jointes sur mes genoux, et j'ai levé les yeux vers l'autel. Il était là, le père Laurent. Rayonnant dans ses habits, la lumière des vitraux colorés couronnant ses cheveux comme une auréole. Il parlait de la vérité, de la pureté du mariage, du péché de la fausseté. Et, un instant, ses yeux ont croisé les miens dans la foule. Il n'y avait aucune culpabilité en eux. Il n'y avait que du pouvoir et une pointe de pitié. La même pitié que l'on réserve à un animal blessé. C'est là, assise sur ce banc, en écoutant la voix de l'amant de mon mari prêcher la morale, que la dernière goutte de tristesse en moi s'est évaporée, remplacée par quelque chose de bouillonnant et de dangereux. L'humiliation s'est transformée en fureur. Une fureur blanche, silencieuse, qui n'appelait pas les larmes, mais l'action. En rentrant à la maison, Étienne, sentant peut-être qu'il perdait le contrôle, a commis son erreur finale. « Tu es bien silencieuse, Élise. Tu as perdu ta langue ?» a-t-il dit avec un sourire narquois. « Fais attention, ma chère. Trop de mélancolie, ça vieillit. » À cet instant, les pleurs se sont taris pour toujours. La douleur n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Elle est devenue un carburant. Le deuil s'est transformé en stratégie. Ils m'avaient tué cet après-midi-là dans ma chambre. Mais ils avaient oublié de m'enterrer. Et, dans l'obscurité de mon âme, quelque chose que j'ignorais exister a commencé, enfin, à s'éveiller. Ils m'avaient appelé créature simple. Il était temps de leur montrer la terrible complexité d'une femme qui n'a plus rien à perdre. La fureur ne m'a pas aveuglée. Au contraire, elle m'a donné une clarté que je n'avais jamais eue. Le brouillard de tristesse et de confusion s'est dissipé, révélant un monde en noir et blanc, un échiquier où je pouvais enfin voir les pièces. Pendant des années, je m'étais déplacée dans cette maison comme une reine sans pouvoir, confinée dans mes cases sûres, suivant des règles que je n'avais pas créées. Maintenant, j'étais une joueuse. Et mes adversaires, le roi et son fou, continuaient de se déplacer avec l'arrogance de ceux qui se croient invincibles, sans se rendre compte que l'échiquier avait changé. Ma maison est devenue mon quartier général. Chaque pièce, un territoire à étudier. Chaque objet, un indice potentiel. Je cherchais une arme, une brèche dans la forteresse qu'ils avaient de bâtie avec leurs mensonges et leur réputation. La créature simple qu'ils méprisaient est devenue une espionne. Ma prétendue ignorance était mon meilleur déguisement. Je souriais quand Étienne me parlait des œuvres de charité du curé, j'acquiesçais quand il louait la sagesse de Laurent, et, intérieurement, j'archivais chaque mot, chaque geste, chaque contradiction. J'étais en guerre, une guerre froide et silencieuse, menée dans les couloirs de ma propre maison. L'arme que je cherchais n'était pas dans le présent, mais dans le passé. Un après-midi pluvieux, alors qu'Étienne était à l'école et le curé, vraisemblablement, en train de sauver des âmes, je suis montée au grenier. C'était un endroit que j'évitais, un cimetière d'objets oubliés, couvert d'un linceul de poussière et de toiles d'araignée. Mais quelque chose m'a appelée, un besoin de me reconnecter à une partie de moi qui existait avant Étienne, avant tout cela. C'est là, dans un coin sombre, que j'ai trouvé la malle de mon père. C'était une grande malle en bois sombre, lourde des souvenirs d'un homme que j'avais aimé, mais que je n'avais peut-être jamais vraiment connu. Mon père était un paysan, un homme de peu de mots et aux mains calleuses. Mais il avait un univers secret. J'ai ouvert le couvercle grinçant et l'odeur de camphre et de thym m'a saisi. À l'intérieur, parmi des vêtements usés et de vieux outils, j'ai trouvé son trésor caché. Enveloppé dans un tissu huilé, il y avait un objet lourd et froid. Un appareil photo, un Voigtländer allemand, avec ses objectifs en cristal et son corps en métal. Je me suis souvenu vaguement de mon père, des années auparavant, essayant de m'apprendre la lumière et l'ombre, l'instant décisif. J'étais une enfant, et je trouvais cela terriblement ennuyeux. Mais maintenant, tenant cet appareil en main, il ne ressemblait pas à un passe-temps. Il ressemblait à une arme. L'idée de capturer la vérité, de la transformer en quelque chose de physique, d'indéniable, une image qui ne pourrait être déformée par des sermons ou des excuses, est née là, dans ce grenier poussiéreux. J'ai continué à explorer la malle, le cœur battant d'un nouvel espoir. Au fond, dans la poche d'un lourd manteau d'hiver,
Mes doigts ont touché quelque chose de rigide. Un petit carnet à la couverture en cuir. Ce n'était pas un journal intime. C'était un livret d'épargne d'une banque de la capitale. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Page après page, des dépôts. De petites sommes versées religieusement, mois après mois, pendant 30 ans. La somme finale m'a coupé le souffle. Mon père, cet homme simple qui portait des chaussures rapiécées, avait accumulé un petit patrimoine. Ce n'était pas une fortune de millionnaire, mais pour moi, pour la femme qui dépendait de l'argent de son mari même pour acheter un coupon de tissu, c'était la promesse d'un royaume. C'était l'indépendance. C'était le pouvoir. Caché entre les pages, un billet jauni avec sa belle écriture, « Pour une véritable urgence, ma fille, pour le jour où tu auras besoin de bâtir ta propre clôture. » Je me suis assise sur le plancher du grenier, l'appareil photo froid dans une main, le livret représentant une vie de sacrifice dans l'autre. Et pour la première fois depuis la découverte, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement. Mon père, depuis sa tombe silencieuse, me donnait les outils de ma libération. La fureur en moi ne s'est pas éteinte. Elle s'est simplement concentrée. Le plan a commencé à se dessiner dans mon esprit, non pas comme une explosion de vengeance, mais comme une délicate opération chirurgicale. Un scandale public à Bellefontaine m'aurait détruite en même temps qu'eux. Je serais pour toujours l'épouse bafouée, la pauvre femme, la ratée. Non, ma vengeance ne serait pas un spectacle pour le village. Ce serait un acte silencieux, élégant et mortel. Et la cible n'était pas Étienne. Il n'était que le symptôme, le pion sacrifiable. La cible était le roi, le père Laurent. Sa force était son image de sainteté. Et c'est précisément cette image que j'allais utiliser pour le détruire. Je me suis souvenu l'avoir entendu mentionner, un jour, le nom de l'évêque du diocèse de la capitale, un homme réputé pour sa rigueur implacable et sa tolérance zéro pour toute tâche sur la réputation de l'Église. C'est là que la bataille aurait lieu. Je suis descendu du grenier, une nouvelle femme. L'Élise qui pleurait était morte et enterrée sous la poussière du passé. Celle qui descendait les escaliers était une héritière, une stratège. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner d'Étienne comme d'habitude. J'ai mis ma plus belle robe et un chapeau. Je retourne à Rochemaure, ai-je annoncé, le plus naturellement du monde. Chloé a encore besoin d'aide avec le bébé. Il s'est contenté d'acquiescer, distrait par son journal, soulagé de retrouver la maison pour lui seul. Mais je ne suis pas allée à la gare routière. J'ai traversé le village en sens inverse, vers la petite maison en périphérie où vivait M. Robert, un photographe à la retraite qui, disait-on, avait travaillé pour les grands journaux de Paris. J'ai frappé à sa porte, le lourd Voigtländer caché dans mon panier en osier, entre une miche de pain et une botte de poireaux. M. Robert a ouvert, ses petits yeux curieux m'étudiant. « Oui, madame. » J'ai pris une profonde inspiration. Le premier coup sur l'échiquier allait être joué. « Monsieur Robert, » ai-je commencé, la voix plus ferme que jamais. « J'ai besoin d'un professeur. Non pas pour apprendre à prier, mais pour apprendre à chasser. Et ma proie porte un col romain. » Monsieur Robert m'a regardé un long moment, ses petits yeux perçants derrière les verres épais de ses lunettes. Un lourd silence s'est installé entre nous, seulement brisé par le sifflement d'une bouilloire sur le poêle à bois. Je m'attendais à être mise à la porte, traitée de folle. Au lieu de cela, un lent sourire, presque imperceptible, a courbé le coin de ses lèvres fines. Un sourire qui n'avait rien d'amusé, seulement une vieille curiosité, celle d'un homme qui avait vu toutes les facettes de la nature humaine et qui, soudain, en découvrait une nouvelle. « Entrez, madame », a-t-il dit en ouvrant davantage la porte. La bouilloire vient de siffler. Un chasseur ne doit jamais prendre de décision l'estomac vide ou la gorge sèche. Sa maison était un labyrinthe d'ombres, sentant les produits chimiques, le vieux papier et la solitude. Les murs étaient de couverts de photographies en noir et blanc, des visages de politiciens, des scènes de crimes, des manifestations, la vie trépidante et brutale du monde qui existait au-delà des montagnes de Bellefontaine. Je me suis assise sur une chaise en bois, mon panier sur les genoux, sentant le poids de l'appareil photo comme celui d'une arme chargée. Il ne m'a pas demandé de nom, ni de détails. Monsieur Robert n'était pas intéressé par mon drame. Il était intéressé par mon intention. La photographie est l'art de voler les âmes, Élise, a-t-il dit en me servant un thé fort et amer. Elle capture une seconde et la rend éternelle.
Une bonne image, au bon moment, peut faire un héros ou détruire un empire. Êtes-vous sûr de vouloir ce pouvoir? Je l'ai regardé droit dans les yeux, la tasse chaude réchauffant mes mains glacées. Je ne veux pas le pouvoir, monsieur Robert. Je veux la justice. Et ma justice a besoin d'être vue, pas seulement entendue. Ce fut le début de ma double vie. Pour Étienne et le village, je prenais des cours de broderie avec les dames de la paroisse. L'ironie était si délicieuse qu'elle me faisait presque sourire. Pendant qu'Étienne croyait que je passais mes après-midi à apprendre le point de croix, j'étais en réalité dans l'atelier poussiéreux de monsieur Robert à apprendre à maîtriser mon Voigtländer. Il m'a tout appris. La danse délicate entre l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. La patience d'attendre la lumière parfaite. L'art de se concentrer sur un détail qui révèle toute l'histoire. Mais les leçons les plus importantes n'étaient pas techniques. C'étaient des leçons d'invisibilité. Vous êtes une femme de la campagne, habituée à être remarquée, disait-il en m'observant marcher. Vous devez apprendre à vous déplacer comme le brouillard, à occuper un espace sans que personne ne remarque votre présence. Utilisez ce qu'ils pensent que vous êtes, simple, inoffensive, comme votre bouclier. Je me suis entraînée, pendant des semaines. Dans les rues de Bellefontaine, je suis devenue une ombre. Je m'asseyais sur un banc de la place et photographiais les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. J'ai appris à anticiper leurs mouvements, à lire leurs intentions dans leurs gestes. La femme silencieuse, qui baissait la tête auparavant, la gardait maintenant haute, les yeux vifs, l'esprit calculant les angles, les distances, les faiblesses. Pendant ce temps, à la maison, j'étais l'épouse parfaite. Attentive, serviable, mais avec une nouvelle distance qui mettait Étienne mal à l'aise. Il sentait le changement, mais ne pouvait pas le nommer. J'étais un miroir trop bien poli, ne reflétant que ce qu'il voulait voir, mais avec une froideur qui lui donnait des frissons. L'occasion que j'attendais tant est venue de la bouche même d'Étienne, servie sur un plateau d'argent et d'arrogance. Un soir, au dîner, il a annoncé, le torse bombé d'importance, que lui et le père Laurent avaient été invités à un congrès de théologie à Paris. Un événement prestigieux. Nous logerons à l'hôtel Lutetia, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. C'est un endroit discret, élégant, loin de l'agitation du centre, parfait pour la réflexion. Il m'a donné le nom de l'hôtel, les dates, tous les détails, comme s'il parlait à un mur. Dans son esprit, j'étais incapable de faire le lien, de voir l'occasion parfaite qu'il m'offrait. Un territoire neutre, un endroit où je serais une étrangère, anonyme, libre d'exécuter mon plan. L'engrenage de ma vengeance s'est mis à tourner à plein régime. Le lendemain matin, j'ai pris l'autocar pour Rochemaure, sous prétexte d'apporter d'autres vêtements à Chloé. Là, je suis allée à la banque et j'ai fait un retrait généreux du compte de mon père. L'argent dans mon sac était lourd, solide, réel. C'était le son de ma liberté. Dans une boutique où je n'étais jamais entrée, j'ai acheté des vêtements que l'Élise de Bellefontaine n'aurait jamais portés. Une robe grise, à la coupe droite et au tissu fin, un chapeau à bords courts avec une petite voilette et une paire de lunettes de soleil qui cachaient la moitié de mon visage. Je n'achetais pas des vêtements, je construisais un déguisement. Je créais la femme qui irait à Paris. Une femme que personne de Bellefontaine ne reconnaîtrait jamais. Ma dernière leçon avec monsieur Robert a eu lieu la veille du voyage. Il a inspecté mon matériel, m'a donné 2 pellicules haute sensibilité et m'a pris par les épaules, le regard sérieux. Souvenez-vous, Élise, vous n'êtes plus la victime. Vous êtes la chasseresse. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Le moment venu, votre œil sera le témoin, votre doigt sera le juge, et le déclic de l'appareil sera la sentence. Le jour de leur départ, je les ai aidés à charger les valises dans la 2CV. Je leur ai souhaité un bon voyage, un bon congrès. J'ai souri. Le sourire de l'épouse dévouée. Étienne m'a embrassé rapidement sur le front, soulagé de se débarrasser de moi pour une semaine. Le père Laurent m'a fait un signe de tête poli, les yeux pleins de cette pitié condescendante qui me remplissait maintenant d'une force glaciale. 2 heures plus tard, j'étais à la gare routière. Pas l'Élise en robe à fleurs, mais une version plus sobre, plus dure de moi-même. Dans ma valise, sous les vêtements de bébé pour mon neveu, se trouvait mon déguisement et l'appareil photo chargé. Le moteur de l'autocar vrombissait, m'emmenant loin de tout ce que je connaissais. Il n'y avait pas de peur dans mon cœur, seulement un silence glacial et le poids du métal froid de l'appareil photo dans mon sac. La femme du professeur Étienne est morte dans ce grenier. La femme qui voyageait sur cette route n'allait pas assister à un accouchement.
Elle allait en exécuter un. Paris m'a avalé. Le bruit, la fumée, la foule anonyme se déplaçant avec une hâte fébrile, tout était une agression pour mes sens, habitués au calme de Bellefontaine. Mais au lieu de la peur, j'ai ressenti une étrange libération. Dans ce chaos, je n'étais personne, et n'être personne était mon plus grand atout. J'ai trouvé une pension bon marché à 2 rues de l'hôtel Lutetia, une petite chambre propre avec une fenêtre donnant sur une ruelle bruyante. Ce serait ma cachette, mon nid d'épervier. À l'intérieur, j'ai fermé la porte à clé et ouvert ma valise. La métamorphose a commencé. J'ai enlevé la simple robe de coton, l'incarnation de l'Élise que tout le monde connaissait, et je l'ai pliée soigneusement. À la place, j'ai enfilé la robe grise, au tissu lourd et à la coupe droite. Elle a changé ma posture, m'a rendue plus grande, plus austère. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré sur la nuque, mis mes lunettes de soleil et, enfin, le chapeau à voilette. Je me suis regardée dans le miroir taché de la chambre. La femme qui me faisait face était une étrangère, une veuve peut-être, ou une haute fonctionnaire. C'était une femme avec un passé et un but, une femme qui ne demandait pas la permission pour exister. La femme du professeur Étienne était restée à Bellefontaine. Cette femme dans le miroir était une combattante. La traque a commencé dans un café de l'autre côté de la rue de l'hôtel Lutetia. Pendant 2 jours, je me suis assise à la même table, commandant le même café noir, les yeux rivés sur l'entrée opulente de l'hôtel. J'ai appris le rythme de l'endroit, le changement de service des portiers, les heures de pointe, les allées et venues. J'étais la patience incarnée, une statue de détermination nourrie à la caféine et à la haine froide. Le 2e jour, je les ai vus. Ils sont arrivés en taxi, Étienne semblant être un garçon ébloui, le père Laurent se déplaçant avec l'autorité d'un roi visitant son domaine. J'ai observé leur enregistrement, le groom emportant leurs bagages vers l'ascenseur. J'ai noté l'étage indiqué par l'aiguille de métal, le 4e. Surveiller de loin ne suffisait pas. Monsieur Robert m'avait appris que la meilleure photo est celle prise de près, celle qui capture le souffle de la cible. Il fallait que j'entre. Ce soir-là, vêtu de mon armure grise, j'ai traversé la rue et suis entré dans le hall de l'hôtel Lutetia. L'air y était raréfié, sentait la cire d'abeille et l'argent. J'ai marché avec une assurance que je ne ressentais pas jusqu'au comptoir de la réception. De la voix la plus calme et la plus ferme que j'ai pu produire, j'ai demandé une chambre. « Je voudrais une chambre au 4e étage, s'il vous plaît. On m'a dit que la vue sur le parc est plus tranquille. » Le réceptionniste, un jeune homme en costume impeccable, m'a à peine regardé. Mon apparence était celle de quelqu'un qui avait sa place ici. Il m'a donné une clé, la clé de la chambre 407. Mon cœur battait la chamade. J'étais dans l'antre de l'ennemi. Le couloir du 4e étage était un tunnel de silence et de moquettes épaisses. J'ai localisé leur chambre, la 412. La mienne était presque en face, légèrement en diagonale. La proximité était une torture et un avantage. J'ai passé le reste de la nuit et le lendemain dans ma chambre, la porte entr'ouverte d'une fente millimétrique, à l'écoute. J'ai entendu leurs rires, des bribes de conversation, le bruit de verre qui teinte. Je cartographiais le terrain, attendant mon unique occasion. Elle s'est présentée la 2e nuit. Je savais qu'ils avaient commandé le dîner en chambre. L'odeur de la nourriture s'était répandue dans le couloir. J'ai attendu. Vers 10 heures du soir, j'ai entendu le bruit du chariot du service d'étage qu'on venait chercher. C'était ma chance. J'ai pris le téléphone et appelé la réception. « Bonsoir, ici la chambre 407. Je crois que vous avez oublié de m'apporter une bouteille d'eau. Pourriez-vous me la faire monter, s'il vous plaît ?» C'était un prétexte fragile, mais plausible. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les pas du garçon d'étage dans le couloir. J'ai ouvert ma porte un peu plus. Quand il a frappé à la porte de la 412 pour récupérer le plateau, j'ai agi. J'ai délibérément fait tomber un verre dans ma propre chambre. Le bruit du verre se brisant a été fort et aigu. Le garçon s'est retourné, surpris. « Tout va bien, madame ?»« Oui, excusez-moi, quel désastre !» ai-je répondu en restant hors de sa vue. « Juste 1 minute, s'il vous plaît. » La diversion a fonctionné. Il a laissé le chariot dans le couloir et s'est avancé de quelques pas dans ma direction, inquiet. Et, à cet instant, j'ai vu. La porte de la 412, qu'ils avaient simplement poussée pour le garçon, n'était pas verrouillée. Elle s'était entr'ouverte quand il avait frappé. C'était maintenant ou jamais. Je me suis déplacé avec la vitesse et le silence d'un prédateur.
En 3 pas, j'étais à leur porte. L'appareil photo, que je tenais tout le temps sous un châle, était déjà prêt. J'ai poussé la porte d'1 centimètre de plus. La scène à l'intérieur était d'une intimité domestique qui m'a retourné l'estomac. Le père Laurent, vêtu d'un luxueux peignoir de soie, était debout, servant un verre de cognac. Étienne était assis dans un fauteuil, pieds nus, détendu, un sourire niais sur le visage. Il a levé la main et a touché le visage du prêtre avec une tendresse qu'il ne m'avait jamais, en toutes nos années de mariage, consacrée. J'ai levé l'appareil. Tout mon corps tremblait, mais mes mains étaient fermes. Le conseil de Monsieur Robert a résonné dans ma tête. N'hésitez pas. Le déclic de l'obturateur a retenti, pour moi, comme un coup de canon. Clic. Étienne touchant le visage de Laurent. Clic. Laurent se penchant et embrassant le front d'Étienne. Clic. Les deux riant, tête contre tête, partageant un secret que le monde ne devait pas connaître. J'ai reculé, refermé la porte avec une infinie précaution et me suis enfermé dans ma chambre. Adossé au bois, j'ai glissé jusqu'au sol, l'appareil photo pressé contre ma poitrine comme un nouveau-né. J'avais réussi. J'avais leurs âmes, enfermées dans une pellicule. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel avant l'aube. J'ai traversé la ville jusqu'à un quartier populaire, un endroit aux rues sales et aux immeubles décrépits. J'ai trouvé le laboratoire photo que M. Robert m'avait indiqué sur une carte. J'ai confié la pellicule au propriétaire, un homme au visage fatigué qui n'a posé aucune question. J'ai payé le double pour un développement en urgence et j'ai attendu les 3 heures les plus longues de ma vie dans un café voisin, le cœur oscillant entre le triomphe et la terreur. Les photographies étaient parfaites, nettes, indéniables, dévastatrices. Leur intimité était là, en noir et blanc, pour toujours. Ma dernière étape a été une petite papeterie. J'ai loué une machine à écrire pour 1 heure. Mes doigts, habitués à la terre et aux aiguilles, ont volé sur les touches. La lettre à l'évêque était courte, respectueuse et impitoyable. Je n'étais pas une épouse trahie. J'étais une sentinelle de la moralité, une servante de Dieu soucieuse de la réputation de la Sainte Église. J'ai décrit les preuves irréfutables en ma possession et suggéré, comme un acte de miséricorde chrétienne, que le père Laurent soit envoyé en mission de pénitence dans l'endroit le plus reculé que le diocèse puisse trouver. Autrement, ai-je conclu, ce matériel trouvera son chemin jusqu'aux rédactions des journaux qui ne partagent ni notre foi ni notre discrétion. J'ai mis la lettre et la photographie la plus accablante dans une enveloppe Kraft. Au grand bureau de poste du centre de Paris, j'ai localisé la boîte aux lettres destinée à l'évêché. Le métal de la fente était froid. 1 seconde, j'ai hésité. C'était un point de non-retour, un acte qui scellerait à jamais le destin de 3 personnes. Je me suis souvenu de leurs mots, créature simple, et j'ai lâché l'enveloppe. Le son de sa chute dans l'obscurité de la boîte a été faible, presque inaudible. Mais pour moi, ce fut le son d'une guillotine. J'avais fait ma part. Maintenant, le silence de Dieu et la fureur des hommes décideraient de mon sort. Les jours qui ont suivi mon retour de Paris ont été un chef-d'œuvre de torture psychologique. J'étais redevenue l'Élise de Bellefontaine, l'épouse silencieuse, la femme à la robe à fleurs. Mais ce n'était qu'une performance. Intérieurement, j'étais une bombe à retardement, comptant les secondes avant la détonation que j'avais moi-même programmée. Chaque matin, je me réveillais avec une boule d'appréhension et de terreur dans l'estomac. Chaque coup à la porte, chaque sonnerie du téléphone me faisait sursauter. Était-ce le moment? Était-ce le jour où mon monde, et le leur, s'effondreraient? Étienne est rentré du congrès 2 jours après moi, fatigué, mais avec un éclat de satisfaction dans les yeux. Il n'a rien remarqué. J'étais l'épouse parfaite, la maison était impeccable, le dîner était sur la table. Il était si absorbé par sa propre importance, par son monde secret, qu'il était aveugle à la tempête qui se préparait sous son propre toit. Et moi, avec un sourire docile, je lui servais son repas, j'écoutais ses histoires sur le congrès, et je sentais le gel de ma vengeance se solidifier encore plus dans ma poitrine. La facilité avec laquelle il mentait, le naturel avec lequel il m'habitait comme si j'étais une maison vide, a effacé tout reste de doute que j'aurais pu avoir. Il le méritait. Le premier tremblement de terre a eu lieu un jeudi soir. Le téléphone a sonné, un son strident qui a déchiré le silence du dîner. Étienne a répondu. De la cuisine, j'observais sa silhouette. J'ai observé la façon dont son corps s'est raidi, dont sa main libre s'est serrée en un point.
Sa voix, normalement si professorale et assurée, est devenue soumise, presque enfantine. « Oui, monseigneur. Je comprends. Monseigneur. Bien sûr. Je ferai le nécessaire, monseigneur. » Il a raccroché le téléphone avec une délicatesse exagérée, comme si l'appareil était en feu. Il est revenu à table, blême. « Qui était-ce, chérie ?» ai-je demandé. L'innocence dans ma voix était une œuvre d'art. « Personne d'important. Des affaires du diocèse, » a-t-il répondu trop vite. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Et j'ai su. Ma lettre avait atteint sa destination. La graine de la panique avait été plantée. 2 jours plus tard, le samedi, une voiture noire, une berline imposante immatriculée à Paris, s'est arrêtée devant le presbytère. Un homme en costume sombre et au visage sévère en est descendu et est entré sans frapper. J'ai tout observé depuis la fenêtre de ma cuisine, derrière le rideau de dentelle. Il est resté exactement 1 heure. Quand il est sorti, son visage n'exprimait aucune émotion. Le père Laurent ne l'a pas raccompagné à la porte. La forteresse était attaquée de l'intérieur. Mais le véritable spectacle, le couronnement de mon œuvre, était réservé au dimanche. L'église était bondée, l'air lourd d'encens et d'hypocrisie. Je me suis assise à notre banc habituel, Étienne à côté de moi, rigide comme une statue. Il n'avait pas dormi ces dernières nuits, je le savais. Et moi, à ses côtés, je semblais être la paix incarnée. Le père Laurent est monté en chair, et pour la première fois, je l'ai vu vaciller. Sa peau était pâle, et il y avait une ombre sous ses yeux que même la lumière divine des vitraux ne pouvait dissimuler. Il a prononcé son sermon, les mots éloquents habituels sonnant creux, automatiques. À la fin, il a marqué une pause. Un silence épais est tombé sur l'assemblée. Il s'est raclé la gorge, s'agrippant des 2 mains au rebord de la chaire, comme s'il craignait de tomber. « Mes chers frères et sœurs », a-t-il commencé, la voix affermie par un effort de volonté monumental. « J'ai une annonce à vous faire. Nos supérieurs m'ont gratifié d'une nouvelle et difficile mission. Un appel que je ne peux refuser. » Il a fait une pause dramatique. « J'ai été choisi pour porter la parole de Dieu aux communautés les plus nécessiteuses du cœur rural du pays. Un travail d'évangélisation dans une terre oubliée de beaucoup, mais pas de Dieu. Je partirai la semaine prochaine. » Un murmure de stupéfaction a parcouru l'église. Madame Dubois, la même que celle du mensonge au rouge à lèvres, s'est mise à sangloter. Personne ne pouvait comprendre. Le curé le plus aimé, le plus brillant, envoyé en exil, car c'est ce que c'était. Tout le monde le savait. Ce n'était pas une promotion, c'était une punition. J'ai baissé la tête, feignant de prier, pour cacher le triomphe dans mes yeux. À côté de moi, j'ai senti Étienne se désintégrer. Il n'a pas bougé, n'a pas émis un son, mais j'ai senti l'onde de choc qui a traversé son corps, la façon dont l'air a semblé être aspiré de ses poumons. Il était brisé. Et j'étais assise à côté de ses décombres. Le chemin du retour fut une procession de torture pour lui. Les gens nous arrêtaient, déplorant le départ du curé, posant des questions auxquelles il ne pouvait répondre. J'ai pris le contrôle. « C'est un appel divin », disais-je, la voix étranglée par une fausse tristesse. Nous devons être fiers de lui. Dès que la porte de la maison s'est refermée, le barrage a cédé. Étienne a explosé. Pas de tristesse, mais de panique. Il arpentait le salon, les mains dans les cheveux. « L'exil, c'est un exil. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a découvert. Qui? Comment ?» Et puis, ses yeux, injectés de peur et de fureur, se sont posés sur moi. Il s'est avancé et m'a saisi par les bras. Sa force m'effrayant. « Que sais-tu de ça, Élise ?» a-t-il sifflé, le visage à quelques centimètres du mien. « Toi, depuis que tu es revenue de Rochemaure, tu n'es plus la même. Qu'as-tu entendu? À qui as-tu parlé? Réponds !» C'était le moment, le point culminant de ma vengeance. Toute ma formation, toute ma douleur, toute ma fureur se sont concentrées dans cet instant. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas repoussé. Je l'ai regardé au fond des yeux et j'ai laissé une seule larme, une larme solitaire et parfaite, couler sur ma joue. Moi? Ma voix était un murmure tremblant, l'imitation la plus parfaite de la femme qu'il pensait que j'étais. Étienne, comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Qu'aurais-je pu faire? Et puis, j'ai porté le coup de grâce en utilisant les mêmes mots qu'ils avaient utilisés pour me condamner. Je ne suis qu'une femme simple. Ces mots l'ont frappé plus fort qu'un coup de poing. Il m'a dévisagé, ses yeux désespérés cherchant le moindre signe de mensonge, la moindre fissure dans ma performance. Mais il n'y en avait aucune. Tout ce qu'il voyait, c'était sa femme idiote,
la créature du monde des gâteaux, incapable d'une telle complexité, d'une telle cruauté. La possibilité que je sois l'architecte de sa ruine était si absurde, si impensable pour lui, qu'il l'a écartée. Il m'a lâché, ses bras tombant le long de son corps. L'énergie l'a quitté, et il s'est effondré dans le fauteuil, le visage entre les mains, un homme vaincu par un ennemi qu'il ne pouvait voir. Je me suis retournée, lui tournant le dos. Je me suis approchée de la fenêtre, où mes violettes recevaient le soleil de l'après-midi. J'ai pris mon petit arrosoir en métal et, de la main la plus ferme que j'ai jamais eue, j'ai commencé à prendre soin de mes fleurs, une par une, avec une délicatesse méthodique. Le doux bruit de l'eau tombant sur la terre était le seul son dans la pièce. Un son de vie, de soin, de normalité. Un son qui scellait ma victoire et sa condamnation. Il ne le saurait jamais. Il me regarderait pour le reste de sa vie et ne verrait que l'épouse naïve, la paysanne qui avait eu de la chance. Et ce serait sa véritable prison. Vivre enchaîné à la femme qui l'avait détruit sans jamais savoir que c'était elle. La vengeance parfaite n'était pas un cri, c'était un murmure. Et le mien ne faisait que commencer. Le départ du père Laurent fut un événement pathétique. Une douzaine de dames éplorées à la gare routière, agitant des mouchoirs blancs au martyr qui partait pour son sacrifice sur l'autel de l'obéissance divine. Étienne était là, debout, un peu à l'écart de la foule, le visage gris et inexpressif d'un homme déjà mort à l'intérieur. J'ai observé la scène depuis la fenêtre de notre salon, derrière le rideau, une réalisatrice assistant au dernier acte de sa pièce. Quand l'autocar a tourné au coin de la rue, emportant avec lui l'épicentre de mon séisme, je n'ai pas ressenti le triomphe que j'attendais. J'ai ressenti un silence immense et creux. La guerre était terminée. J'avais gagné, mais le champ de bataille était ma propre vie, et tout autour de moi était en ruine. Les semaines qui ont suivi ont été, étrangement, pires que les jours de fureur. La maison, autrefois théâtre de tension, est devenue un mausolée. Étienne était un fantôme qui se traînait de pièce en pièce, l'odeur d'alcool imprégnant ses vêtements. Il ne me regardait pas, ne me touchait pas, me parlait à peine. La haine qui nous avait liés était plus forte que l'amour qui nous avait un jour unis. Et maintenant, sans la haine, il n'y avait plus rien. J'avais obtenu ma vengeance, mais mon prix était d'être la geôlière d'un homme brisé, enchaîné à lui par le même toit et le même nom de famille. Ce n'était pas la liberté, c'était juste une cellule différente, avec une vue plus désolante. Ma vengeance, je m'en suis rendu compte un matin en pétrissant le pain, avait été à leur sujet. Il s'agissait de les détruire, de leur faire payer. Mais à aucun moment de mon plan méticuleux, je ne m'étais arrêté pour penser à ce qui viendrait après, à ce qu'on ferait des décombres. Toute mon existence, depuis le jour de mon mariage, avait été une réaction à Étienne. D'abord, le désir de lui plaire. Ensuite, la douleur d'être trahi par lui. Et enfin, l'obsession de le détruire. Ma vie était un miroir de la sienne. Et maintenant que son image était brisée, mon reflet était également perdu. La question a surgi, terrifiante dans sa simplicité. Qui était Élise, sans l'ombre d'Étienne pour la définir? Je suis allé chercher la réponse au seul endroit où je sentais encore un lien avec mon vrai moi, au grenier, avec la malle de mon père. Je l'ai rouverte, non pas à la recherche d'armes, mais d'une direction. J'ai pris le livret d'épargne, le cuir usé doux sous mes doigts. Et j'ai relu sa note, ces mots qui avaient été un appel à la guerre, mais qui sonnaient maintenant comme un manuel de reconstruction, pour le jour où tu auras besoin de bâtir ta propre clôture. Une clôture. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Une clôture ne sert pas seulement à tenir les ennemis à l'extérieur. Elle sert principalement à délimiter ce qui est à soi, à créer un territoire où ses propres règles s'appliquent, où ses plantations peuvent pousser sans être piétinées. J'avais passé ma vie à vivre sur le terrain des autres, d'abord celui de mon père, puis celui d'Étienne. Il était temps de planter mes propres piquets. Je suis descendu du grenier avec une nouvelle clarté. L'héritage de mon père n'était pas un fonds de vengeance, c'était un capital de départ. Et ma force ne résidait pas dans ma capacité à tromper ou à manipuler. Elle était dans mes mains. Dans les mains qui connaissèrent la différence entre un bon café et un café brûlé. Dans les mains qui pouvaient transformer la farine et les œufs en réconfort. Elle était dans mon héritage, dans mon identité, dans cette simplicité dont il s'était tant moqué. Mon monde de gâteaux et de linge étendu n'était pas une limitation, c'était ma spécialité.
L'idée a pris forme, puissante et effrayante. Je ne quitterai pas Bellefontaine. Ce village avait été le témoin silencieux de mon humiliation. Il serait maintenant le public de ma résurrection. J'utiliserai mon argent, ma force, et j'ouvrirai un commerce. Un endroit à moi, une épicerie fine. Un lieu qui célébrerait les produits de la terre, les choses simples et vraies qu'ils avaient méprisées. Je vendrai le meilleur café de la région, les fromages des petits producteurs, les pains et les gâteaux cuits dans mon propre four. Ce serait un lieu d'odeur et de saveur réelle, un antidote à la puanteur de mensonges qui imprégnait ma vie. Le nom m'est venu instantanément, la clôture. Avec ce nouvel objectif brûlant en moi, j'ai commencé à parcourir le village d'une manière différente. Je ne voyais plus les visages curieux ou les chuchotements, je voyais des locaux commerciaux, des flux de personnes, du potentiel. Mon esprit, autrefois occupé par des plans de destruction, était maintenant rempli de calculs de loyers, de listes de fournisseurs et d'idées de décoration. Et puis, je l'ai vu, au coin de la place de l'église, en face de l'église, comme un affront silencieux au pouvoir qui m'avait un jour opprimé. Un vieux bâtiment, un magasin fermé depuis des années. Les murs étaient sales, les fenêtres barricadées, mais l'emplacement était parfait. Il avait une large façade, une promesse de lumière et de mouvement. Une pancarte tordue et délavée, suspendue par un seul clou, disait « À louer ». Je suis resté là, au milieu du trottoir, et j'ai regardé cette ruine. Mais je ne voyais pas l'abandon. Je voyais l'avenir. Je voyais les vitrines propres, les étagères remplies de pots de confiture, le comptoir en bois rustique, les gens assis aux petites tables, riant et discutant. Je voyais mon territoire. La peur était un courant froid au bas de ma colonne vertébrale, la peur de l'échec, du ridicule, d'être la folle du professeur. Mais la détermination était une muraille. Je me suis retourné et j'ai marché, sans hésiter, vers la maison du vieux Dubois, le grand propriétaire terrien qui, je le savais, possédait la moitié du village. J'ai frappé à sa lourde porte en bois, la poussière du magasin abandonné déjà sur mes chaussures. Il a ouvert lui-même, un homme imposant, aux sourcils épais, qui m'a toisé avec surprise. « Oui, la femme du professeur ?» a-t-il demandé, sa voix un coup de tonnerre. J'ai relevé le menton et, pour la première fois de ma vie, j'ai corrigé. « Non, c'est Élise, et je suis venu parler affaires. » Le vieux Dubois m'a dévisagé, les yeux plissés sous ses sourcils blancs. Un homme d'affaires, dit-on, en reconnaît un autre, même s'il porte une jupe. Il a vu en moi quelque chose que ni Étienne ni le père Laurent n'avaient jamais vu. Pas la fragilité, mais l'acier. Après une longue négociation où je n'ai pas cédé d'un pouce, il m'a loué le bâtiment pour un prix juste. « J'aime les gens qui ont du cran », a-t-il grommelé en signant le contrat. « Et vous, ma petite, vous semblez être faite de fil de fer barbelé. » La rénovation du magasin a été ma thérapie. Chaque planche pourrie que j'arrachais, chaque couche de vieille peinture que je grattais, était un morceau de mon passé que j'expurgeais. J'ai engagé M. Robert, qui s'est révélé être un menuisier surprenant, pour construire les étagères. J'ai fait appel à 2 veuves du village, des femmes qui, comme moi, étaient regardées avec pitié, pour m'aider au nettoyage et à la peinture. L'argent de mon père a été utilisé avec un soin religieux, chaque centime investi dans la construction de mon avenir. Le village observait, d'abord avec moquerie, puis avec curiosité, et enfin avec un respect réticent. Il voyait la femme du professeur, salle de peinture et de sciure, travailler du matin au soir, et l'image ne correspondait pas à ce qu'il connaissait. L'inauguration de l'épicerie, la clôture, a eu lieu un samedi sous un ciel bleu. L'odeur du café frais et du pain de maïs sortant du four s'est répandue sur la place, une invitation irrésistible. Tout le village est venu. Ils sont venus pour bavarder, pour me juger, mais ils ont fini par rester pour goûter. Et ils ont aimé. Ils ont vu que ma simplicité avait du goût, que mon monde de gâteaux était en fait un endroit accueillant et délicieux. Ce premier jour, j'ai tout vendu. Alors que mon étoile commençait à monter, celle d'Étienne plongeait dans l'obscurité. Vivre dans le même village que moi, maintenant une femme d'affaires prospère et indépendante, était un rappel quotidien et humiliant de sa déchéance. Il me voyait depuis la fenêtre de l'école, supervisant mes livraisons. Il entendait les éloges sur mon café quand il allait chez le coiffeur. Le professeur respecté est devenu une figure tragique, l'homme dont la femme l'avait, d'une manière ou d'une autre inexplicable, surpassé.
il a commencé à boire plus ouvertement, à manquer les cours. Le respect que le village lui vouait s'est transformé en pitié, et la pitié, avec le temps, en mépris. 1 an après l'ouverture de mon magasin, il est parti. Il a vendu la maison de ses parents au vieux du bois et a pris le premier autocar pour le sud. Il n'a pas dit au revoir. Je l'ai appris par la voisine. Ce soir-là, j'ai fermé le magasin, je suis allé dans mon petit appartement que j'avais aménagé à l'arrière et j'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai trinqué non pas à son départ, mais à mon arrivée. Le dernier fantôme de mon passé avait enfin quitté le village. Les années ont passé comme les saisons des vendanges. La clôture a prospéré. J'ai ouvert une petite chambre d'hôte à l'arrière. J'ai commencé à fournir mes produits à des hôtels de Paris. Je suis devenue Madame Élise, une matriarche improbable, une femme qui donnait du travail à d'autres femmes, qui enseignait qu'une clôture est le premier pas pour construire un jardin. Je n'ai jamais revu le père Laurent. Des années plus tard, un voyageur m'a raconté qu'il vivait dans une misérable paroisse à la frontière, un homme aigri et oublié de Dieu et des hommes. Une fois, j'ai reçu une lettre d'Étienne, une demande de pardon tardive, pleine d'apitoiement. J'ai lu les mots sans rien ressentir, ni colère, ni compassion. J'ai plié le papier et je l'ai utilisé pour allumer le four à bois ce matin-là. Le passé n'était plus un fardeau. Ce n'était que de la cendre. Aujourd'hui, je suis une vieille dame aux cheveux blancs. Parfois, au crépuscule, je m'assois à l'une des petites tables à l'extérieur de mon épicerie, la même où il n'y avait autrefois que des ruines, et j'observe l'animation de la place. Je vois l'église, imposante, et je ne ressens plus l'ombre de l'humiliation. Je ne vois qu'un bâtiment en pierre. Le pouvoir que ces murs ont eu un jour sur moi s'est dissous, transformé en poussière par la force de mon travail et la dignité que j'ai reconquise. La leçon que la vie m'a donnée dans la douleur et le feu fut celle-ci. La vraie vengeance n'est pas de voir l'ennemi tomber, c'est d'avoir la certitude que, lorsqu'il regardera en arrière, il vous verra debout, plus forte, plus entière, s'épanouissant à l'endroit même où il a tenté de vous enterrer. Ma clôture, bâtie de larmes et de farine, est devenue mon château. Et entre ces murs, enfin, j'ai trouvé la paix. Je suis ici, dans mon château fait de farine et de nouveaux départs, et je veux vous confier un dernier secret. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire avait été écrite par d'autres. D'abord, par mon père, qui m'a appris à être une gentille fille, puis par mon mari, qui m'a appris à être une bonne épouse, et même par ceux qui m'ont trahi, qui ont tenté d'écrire mon dernier chapitre avec les mots « créature simple ». Ils m'ont donné un scénario et mon seul rôle était de suivre les répliques, de sourire au bon moment et de pleurer en silence pour ne pas gâcher la scène. Mais ce que j'ai appris dans la poussière de mon grenier et la farine de ma cuisine, c'est que personne ne peut écrire votre histoire, à moins que vous ne lui tendiez le stylo. La douleur, l'humiliation, la trahison, ce n'est pas la fin du livre. C'est juste un chapitre difficile, de ceux qui nous coupent le souffle. Mais la beauté de la vie, c'est que nous avons toujours le pouvoir de tourner la page. Et, sur la page blanche qui suit, nous pouvons dessiner ce que nous voulons. Nous pouvons dessiner une clôture, un jardin, un château. Ils ont essayé de me planter dans un petit pot, dans un coin sombre de la maison, et ont attendu que je fane. Ils ne savaient pas que, même dans l'obscurité, ma racine était forte. Et les racines fortes trouvent toujours un moyen de briser le pot pour chercher le soleil. Ma plus douce vengeance n'a pas été ce que j'ai détruit. C'est ce que j'ai construit à partir des décombres. C'est d'avoir prouvé que mon monde de gâteaux était, en réalité, la graine d'un empire. Si mon parcours, d'une manière ou d'une autre, a touché le vôtre, si vous vous êtes déjà senti diminué, sous-estimé, ou si vous êtes en ce moment même à la recherche de la force pour construire votre propre clôture, je veux vous lancer une invitation. Laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je cultive mon propre jardin ». Chaque commentaire sera comme une graine. Ensemble, nous créerons un espace de force, un jardin communautaire où aucune d'entre nous n'a à se sentir seule. Si vous pensez que ce message doit atteindre d'autres personnes qui luttent pour trouver leur propre soleil, aimez cette vidéo. Votre like est comme l'eau, qui aide la graine à germer. Partagez-la avec une amie, une sœur, une mère, avec toute femme qui a besoin de se souvenir qu'elle n'est pas une fleur fragile, mais la jardinière elle-même. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car ici, dans notre espace, il y aura toujours une porte ouverte. Et, à chaque nouvelle histoire,
nous prouverons ensemble que les femmes les plus fortes ne sont pas celles qui n'affrontent jamais la tempête. Ce sont celles qui apprennent à danser sous la pluie et à utiliser la boue pour fertiliser leur propre floraison. Merci de m'avoir écouté, d'avoir visité ma clôture et de vous être promené un peu dans mon jardin. Je serai là à vous attendre pour la prochaine histoire.